Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle Malte Academy. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Je vais voir sur l'onglet chat. Ouais, super. Merci pour votre retour. De mon côté, je suis Joachim Di Stefano de l'équipe Community chez Malte, qui est en charge de l'animation et l'accompagnement de notre communauté freelance. Aujourd'hui, c'est donc Kevin Bucher, expert Facebook Ads et freelance sur Malte, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Academy avec pour sujet SaaS et Facebook Ads, créer une stratégie d'acquisition client qui cartonne en 2022. Alors en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous faire une rapide introduction. Les Malte Academy sont proposées par Malte pour permettre à sa communauté d'avoir un accès rapide à la formation par leurs pairs ou autres intervenants extérieurs spécialisés. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Malte est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Nous avons la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance, plus de 300 000 en Europe et plus de 40 000 clients qui travaillent avec nous. Si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités de mission via notre plateforme en bénéficiant d'un certain nombre de services ainsi que différents partenariats et des événements que nous proposons actuellement en ligne et espérons le plus fréquemment possible en présentiel en 2022. Vous retrouverez bien sûr toutes ces infos sur notre site malte.fr. Je vais maintenant donc laisser la parole à Kevin. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant cette conférence dans l'onglet dédié. Et je vous souhaite donc une très bonne Malte Academy à toutes et à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on va parler de SaaS et de Facebook Ads. L'objectif, ça va être de vous donner tous mes tips pour savoir comment créer une stratégie d'acquisition client qui cartonne en 2022. Pour me présenter brièvement, donc je suis Kevin Bucher, ça fait plus de 6 ans que je travaille dans le digital et plus spécifiquement dans l'acquisition. J'ai notamment travaillé chez Pichet et Doolid, où j'ai eu l'opportunité de monter le pôle Facebook Ads et Native Ads, et c'est là où je me suis spécialisé réellement dans l'acquisition de nouveaux clients sur ces réseaux. En 6 ans, j'ai géré plus de 200 clients pour 15 millions d'euros dépensés sur Facebook Ads environ. Et du coup, j'ai appris énormément de choses, notamment au niveau des SaaS, où j'ai vu qu'en fait, il y avait énormément de similitudes et de récurrences sur les stratégies qui fonctionnent. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous transmettre mes meilleures astuces pour monter une strate d'acquisition qui cartonne en 2022 quand on a une SaaS. Bien entendu, ces tips, ils sont aussi valables pour d'autres choses que les SaaS. On va voir ça. Au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir déjà qu'est-ce qu'est une SaaS, qu'est-ce qu'est l'acquisition client pour une SaaS, comment ça marche quand on est une SaaS et qu'on veut travailler avec Facebook Ads, les piliers d'un bon annonceur pour Facebook Ads de mon point de vue, et ensuite la partie construire sa stratégie créative qui est un point clé pour moi pour réussir sur Facebook. D'abord, une SaaS, c'est quoi? Une SaaS, d'après la définition, c'est une solution logicielle applicative hébergée dans le cloud et exploitée en dehors de l'organisation ou de l'entreprise par un tiers. Donc, grosso modo, c'est juste une entreprise qui propose un service via un logiciel qui est hébergé et mis à jour par l'entreprise qui propose le service. Des exemples de SaaS hyper connus, on a Slack, Monday.com, Salesforce, Trello. Il y en a plein qu'on utilise au quotidien et qui sont vraiment très connus. Au niveau des SaaS et de l'acquisition, il y a 2 parcours très courants. Il y en a d'autres probablement, mais du coup, c'est de cela qu'on parle le plus souvent. Et avant tout, il est clé de pouvoir choisir le bon parcours d'acquisition client quand on a une SaaS, parce qu'ils ne servent pas exactement à la même chose. Le premier, ça va être le parcours qu'on va appeler self-service. Donc le self-service, il va traiter des services simples, majoritairement B2C, comme un Monday, par exemple. L'objectif, ça va être de générer des abonnements immédiats. Donc, c'est très proche du e-commerce dans le parcours d'acquisition. Et le cycle de vente est super court. Généralement, le paiement arrive en fait aussitôt que l'abonnement est acheté, donc la rentabilité est immédiate. Et ensuite, on a un parcours lead gen qui est un petit peu différent. C'est généralement pour les services plus complexes, donc majoritairement B2B, comme du Salesforce par exemple. L'objectif, ça va être de générer des prospects qualifiés pour les faire convertir en clients. Généralement, les leads sont rappelés au téléphone par des commerciaux. Et l'objectif, en fait, ça va être de leur vendre la prestation la plus adaptée à leurs besoins. Le cycle de vente aussi, vu qu'il y a un rappel derrière, il est beaucoup plus long. Le paiement, il va arriver jusqu'à après plusieurs semaines après la génération du prospect. Et donc, il y a des fois où on ne va pas savoir quelle approche choisir entre le parcours lead gen et le parcours self-service. Et du coup, Data Wins Argument, l'objectif, c'est de tester les deux si on ne sait pas
et de voir ce qui marche le mieux. Maintenant, les SaaS et Facebook Ads. Ici, vous avez le funnel typique quand on est sur un parcours self-service. Donc vraiment, on débute avec l'impression. L'impression, ça va être quand on va commencer à lancer des publicités sur Facebook. Ensuite, l'objectif, ça va être de générer des clics, puis des conversions. Ensuite, une démo produit. Et enfin, le client, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque étape de l'acquisition, en fait, c'est un élément qui va pouvoir être travaillé indépendamment et que chaque optimisation d'une étape peut avoir un impact sur les autres étapes. Ce qu'il faut comprendre par ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va essayer de faire quelque chose, peut-être pour améliorer le taux de clic, notamment, ou alors le taux de conversion, en fait, on va faire des modifications et l'objectif, en fait, ça va être de regarder les impacts de ces modifications sur tout le funnel parce que c'est pas rare, en fait, de changer un élément et d'avoir des choses qui bougent partout. L'objectif, c'est de vérifier que tout est toujours OK, bien sûr. Et ensuite, un exemple du coup d'un parcours lead gen cette fois. Donc, c'est très similaire jusqu'au prospect. En fait, le prospect, c'est du coup, les personnes donnent leurs informations pour se rappeler. Ensuite, on a l'appel d'un commercial, très généralement, un SQL. SQL, c'est égal à Sales Qualified Lead. Donc, c'est vraiment un lead qui est qualifié pour la vente. Et ensuite, on a la transformation en client. Idem ici, dès qu'on fait une modification, l'objectif, ça va être de regarder tout ce qui se passe sur tout le funnel. On va aussi voir du coup maintenant quelle est la différence entre Google Search et Facebook Ads. Quand je parle de Google Search, je parle vraiment du search pur et non pas de YouTube, du display, etc. Commençons par Facebook. Facebook, c'est un réseau de push marketing. On a un paiement qui est au CPM, donc on va acheter des impressions et ensuite on va essayer de travailler avec ça. On n'a aucune limite de volume a priori, parce qu'en fait, la seule limite, c'est vraiment la créativité qu'on a, les idées, etc., et comment on arrive à les mettre en place. Et vu que c'est du push marketing, qu'on touche des gens qui ne sont pas forcément très intentionnistes dans l'idée, ils ne veulent pas forcément entendre parler de l'entreprise. Et donc, en fait, c'est à nous de les faire convertir, mais du coup, il n'y a pas vraiment de barrière comme le volume de recherche côté Google. On a aussi la possibilité d'être bien meilleur que les concurrents, mais aussi bien moins bon. La réalité, c'est qu'on va acheter, par exemple, 10 000 impressions. Sur ces 10 000 impressions, on peut générer un clic, 10 clics, 100 clics. Et en fait, la limite, du coup, ça va être vraiment les idées qu'on va avoir et comment on va arriver à les mettre en place. Facebook, c'est aussi un réseau qui cible des non-intentionnistes. Intentionniste, pour ceux qui ne sont pas très au fait de ce truc-là, c'est vraiment l'intention d'action, en fait, quand on génère un clic et quand on génère un prospect ou voilà, un futur client, quoi. Et du coup, vu qu'on est sur du push marketing sur Facebook, on cible des non-intentionnistes, des personnes qui n'ont pas fait la demande de voir l'entreprise. Mais maintenant, l'algo, il est tellement puissant sur Facebook qu'en vrai, la qualité, de mon point de vue, vaut ce que je vais appeler un semi-intentionniste, un terme qui n'existe pas, mais voilà, je trouve que ça reflète bien la réalité. Et du coup, pour finir sur Facebook, un bon message et une bonne LP est régulièrement égal à une bonne qualité. Il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte, mais en tout cas, c'est très régulièrement comme ça que ça se passe. Google, à l'opposé, c'est du pull marketing. Donc, c'est des gens qui vont aller chercher un terme de recherche pour trouver un service. Et du coup, ils vont tomber sur un lien commercial. Donc, les personnes font la démarche de chercher. On a un paiement au clic, donc au CPC. Et ensuite, on a un potentiel limité, en fait, car on diffuse sur des champs sémantiques qui sont définis, qui sont parfois concurrentiels, ou alors qui sont très, très faibles, comme quand on crée un marché. Donc, pour les market makers, c'est vraiment compliqué de commencer avec du search. C'est difficile, mais c'est possible d'être réellement meilleur ou moins bon que les concurrents. Et on cible des intentionnistes, donc des personnes qui font vraiment la démarche de rechercher ce dont ils ont besoin. La limite de Google, pour moi, VS un Facebook, quand on commence, c'est que du coup, on se positionne sur des mots-clés qui ne sont pas forcément super, où il y a beaucoup de volume de recherche. Et donc, en fait, des fois, on est plafonné très rapidement VS un Facebook où là, on va acheter des impressions. Et donc, en fait, on va travailler avec ces impressions. On va essayer de leur fournir le bon message, de leur pousser quelque chose qui va les intéresser. Et c'est ça qui est assez intéressant, en fait, parce que du coup, on n'a pas vraiment de limite via le champ sémantique quand on débute. La réalité, c'est que personne ne gagne entre les deux. Hein. C'est hyper intéressant de travailler avec les deux, et d'ailleurs, c'est bien de le faire.
Mais en fait, il faut les travailler de manière différente. La logique n'est pas du tout la même. Google, encore une fois, c'est intentionniste, des gens qui font des recherches. Facebook, c'est vraiment, on démarre de zéro avec quelqu'un qui ne connaît pas régulièrement. Et donc, il faut les travailler de manière totalement indépendante. Pour autant, c'est très important de les travailler ensemble. Maintenant, on va parler des piliers d'un bon annonceur Facebook Ads. Donc, premièrement, pour commencer, c'est super important de faire la différence entre la performance et la notoriété. Nous, aujourd'hui, on va vraiment parler de performance. La notoriété branding, pour réexpliquer brièvement ce que c'est vraiment aller chercher de la visibilité pour faire connaître la marque, créer une image de marque qui correspond à ce qu'on a envie. Et donc, en fait, aller chercher des users qui vont s'attacher à la marque sur le long terme, la connaître sur le long terme. Et donc, en fait, on va aller chercher une rentabilité qui est davantage long terme que court terme. En opposition, la performance, elle n'est pas vraiment là pour ça. Elle est là pour aller chercher une rentabilité qui est immédiate. Et donc, on va parler de rentabilité court terme, voire immédiate dans certains cas. L'objectif, du coup, ça va être de parler de ça aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on va chercher à faire pour acquérir de nouveaux clients de manière assez stable et du coup, contrôler la croissance. Au niveau des 5 points clés de l'acquisition Facebook Ads, pour moi, j'ai identifié ces 5 points clés, mais en réalité, il peut y en avoir d'autres. Et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est la façon dont je travaille habituellement. Pour commencer, on a la structuration des campagnes. Donc déjà, pour commencer, il n'y a aucune structure qui est parfaite. La structure, elle doit répondre aux besoins de la stratégie. Et sans une bonne structure qui est adaptée à ce qu'on veut mettre en avant, en fait, il sera quasi impossible d'aller chercher de la performance. Par exemple, si on veut travailler des audiences, on ne va pas avoir forcément la même structure que si on veut travailler de la créa. Si on veut faire des tests sur les LP, idem, les landing pages, on n'aura pas vraiment on aura une structure qui sera adaptée. Ce qui est intéressant, c'est souvent de travailler avec des campagnes fil rouge, on va appeler fil rouge, où là, en fait, on a tous nos meilleurs éléments. Et ensuite, on a des campagnes de tests qui gravitent autour des campagnes fil rouge et qui sont là pour tester les audiences, les créas, les LP, etc. Et du coup, en fait, tester avec le moindre budget tous ces éléments. Ensuite, on a le travail des audiences. Plus la cible elle est spécifique, plus il faudra travailler avec les audiences. Donc, quand je dis travail d'audience, ça va être affinage des audiences, des lookalikes. Et au contraire, plus c'est mass market, plus en fait, on va pouvoir aller chercher des ciblages larges, sachant qu'en fait, Facebook a des algos tellement performants au niveau du ciblage aujourd'hui qu'il n'est pas rare que en fait, il arrive à trouver une cible de manière bien plus efficace que ce que nous, on pourrait faire avec nos 10 doigts sur le réglage des audiences. Ensuite, on va avoir le travail des ads. Donc là, le travail des ads, pour moi, c'est vraiment un des points clés quand on commence sur Facebook Ads. C'est quelque chose qui est souvent laissé derrière. À l'époque, il y a 5-6 ans de ça, c'était super important de travailler la partie ads, parce que, de travailler la structure de la publicité, structure publicitaire, et moins la partie ads, parce qu'il y avait beaucoup de réglages techniques à optimiser. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Les algos sont tellement performants de base, en fait, que le meilleur moyen de se démarquer, ça va être d'aller chercher de la qualité au niveau des ads qui parlent à notre audience. Et pour ça, il faut construire une stratégie créative qui est vraiment adaptée à la performance. C'est la clé de la réussite. On va en parler plus en détail après. Et les KPI clés à suivre qui seront impactés par le travail des ads, ça va être le CPM, le CTR et le CPC. Ensuite, en 4e point, on a le travail des landing pages. Donc, landing page, c'est vraiment le lien vers lequel on redirige l'utilisateur une fois qu'il a cliqué sur la publicité. L'objectif, ça va être d'aller travailler l'optimisation en fait, de l'expérience utilisateur pour travailler du coup le taux de conversion, mais aussi l'intention qu'il y a derrière. Le taux de conversion, du coup, qui est le CVR, en fait, ça va être le KPI clé à suivre quand on fait du travail au niveau de la landing page. Il y a plein de façons d'aller chercher une optimisation du taux de conversion avec de la réassurance, en travaillant le contenu, en travaillant les formulaires s'il y a des formulaires, etc. Il y a vraiment plein de choses et il y a beaucoup de contenu sur Internet là-dessus d'ailleurs si jamais vous faites des recherches là-dessus. Et enfin, il y a la partie qualité. Alors, qualité, c'est un truc dont on parle assez peu en réalité sur Facebook parce que du coup, ça concerne quelque chose qui est offline, donc qui est vraiment hors de la plateforme Facebook. La qualité, c'est le niveau d'intention de l'utilisateur lors du processus de vente. Grosso modo, pour illustrer,
dans un parcours lead gen, un prospect du coup qui donne ses coordonnées pour se faire rappeler, il va peut-être répondre au téléphone. Donc ça, c'est un niveau de qualité déjà, un premier niveau de qualité. Il va peut-être se transformer en SQL, comme on l'a vu tout à l'heure, et après en client. Il pourrait aussi très bien ne pas répondre au téléphone. Et du coup, en fait, on aurait perdu du coup la somme qu'on a investie pour capturer le lead. Et c'est ce genre de choses qu'il faut qu'en fait, on monitore quand on travaille la qualité. Parce que investir une somme d'argent pour pouvoir générer des prospects ou des clients, c'est super. Mais du coup, c'est aussi super de pouvoir gagner de l'argent avec, parce que sinon, en fait, le modèle de l'entreprise ne marche pas. Avant d'accélérer sur les investissements, super important, il faut toujours vérifier avec de la data que la qualité suit. Donc, ça va être les KPI clés à suivre pour moi, qui sont variables selon les parcours, c'est le SQL rate. Donc, SQL rate, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Sales Qualified Lead, le sales rate, donc le taux de vente, le monthly recurring revenue, en anglais, c'est top. Et donc, voilà, l'objectif, ça va être de mesurer en fait l'impact des utilisateurs qu'on capture, qu'on essaie de transformer en clients, voir si jamais en fait la qualité nous permet de gagner assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins d'entreprise tout simplement et vérifier que l'opération est rentable. Ensuite, on va parler de la différence entre un bon et un mauvais annonceur. Alors, il n'y a pas forcément de... Enfin, la performance, c'est une chose qui peut se contrôler grâce à une bonne méthodologie de travail. Pour moi, la méthodologie, c'est la clé pour réussir sur Facebook. Et ce qui va différencier un bon annonceur d'un moins bon, c'est premièrement la capacité à itérer super rapidement sur les éléments du funnel. Donc, impression, clic, prospect, etc., qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, ça va être la quantité et la qualité des itérations. C'est pas rare que je vois des entreprises qui essayent de vraiment travailler sur une stratégie, mais qui ne donnent pas les moyens de réussir parce qu'en fait, ils font un test tous les mois. Il n'y aura rien de construit avec ça, c'est certain à 100%. La qualité aussi des itérations, parce qu'en fait, c'est super important de pouvoir fournir de la quantité pour avoir beaucoup de résultats, beaucoup d'analyses à faire. Mais si jamais en fait la qualité pêche, on aura clairement des insights qui seront un peu bancals. Et donc, voilà, il faut vraiment trouver le bon mix entre la quantité et la qualité pour pouvoir aller vite et bien. Et enfin, le troisième point, c'est la liberté d'effectuer des tests et d'avoir un budget dédié. Idem, j'ai l'habitude de travailler avec plein de marques qui sont bloquées par leur brand, qui souhaitent absolument rien tester parce que en fait, ça va nuire à l'image de la marque. Le problème, c'est qu'en fait, si on peut rien tester, on n'apprend rien non plus. Et donc, la performance, elle se transforme en branding, quoi, tout simplement. Donc, c'est très compliqué. L'objectif, ça va être d'aller, premièrement, négocier, de pouvoir faire des tests. Si jamais c'est pas possible de faire des tests avec la marque, pourquoi pas essayer en marque blanche. Si jamais, aussi, c'est essayer d'avoir un budget qui est dédié aux tests, parce que idem, si ça rentre dans le budget fil rouge, on va dire, et si on n'a pas de budget test, en fait, on n'apprendra jamais rien et du coup, on va très rapidement plafonner. Donc voilà, ça va être de travailler ces 3 points en même temps pour pouvoir être super efficace. Moi, de mon côté, je travaille toujours avec une méthode d'amélioration continue en 3 étapes. Le premier, ça va être de tester les éléments donc de faire des tests sur les éléments qui en ont besoin, clic, impression, etc. L'objectif, ça va être de décortiquer du coup le funnel et travailler un KPI en particulier à la fois, pas tous, parce que la réalité, c'est quand on fait un A/B test, si on a plusieurs choses testées en même temps, on va absolument rien apprendre parce qu'il y aura beaucoup trop de variables. Donc voilà, essayer de tester une seule chose à la fois, avec des protocoles de test qui sont définis pour pouvoir apprendre des choses. Ensuite, analyser la data obtenue, ça c'est la deuxième étape. On va voir du coup grâce à ça, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On va enlever tout ce qui est mauvais et on va garder tout ce qui est bon. On va essayer de comprendre ce qui est bon, pourquoi c'est bon. Et du coup, ensuite, le troisième point, c'est bien sûr d'itérer autant de fois que nécessaire pour arriver à toujours devenir meilleur. Ensuite, l'objectif, là, ça va être de vous donner un exemple de process. Donc, c'est les étapes pour devenir un top annonceur. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais moi, je trouve que en faisant ces étapes-là, déjà, on arrive à un niveau qui est bien supérieur à la plupart des annonceurs sur Facebook. En 3 étapes, toujours, comme on a dit tout à l'heure. Le premier, ça va être le lancement des campagnes. Quand on lance des campagnes, l'objectif, ça va être la construction de la baseline qui est derrière. Donc, ça va être de faire ça le plus rapidement possible. La baseline, ça va être le socle de data, on va dire, qu'on va arriver à générer avec la première campagne qu'on lance et qui va nous servir en fait à mesurer les évolutions, qu'elles soient positives ou négatives.
Ensuite, avec une structure publicitaire qui est optimisée pour les besoins actuels, on veut tester la créa, il faut que la structure publicitaire, elle comprenne une campagne de test créa. On veut tester des audiences, il faut qu'il y ait une banque d'audience derrière qui soit testée en permanence. On fait aussi le premier test au niveau des ads, toujours quand on lance des campagnes, c'est obligatoire. Trop souvent, il y a plein d'annonceurs qui lancent des tests avec une seule créa, un seul wording, donc un seul ad texte et une seule headline. En vrai, on ne va pas apprendre grand-chose, c'est assez dommage. On se limite beaucoup en faisant ça et en fait, on laisse un petit peu la chance décider pour nous parce qu'on n'a aucune comparaison possible. Et enfin, une landing page optimisée pour l'objectif. Idem, il y a énormément d'annonceurs qui commencent à diffuser avec des landing pages qui ne sont pas du tout optimisées pour ça. Des fois, il y a des redirections vers la page d'accueil quand on veut capturer un client. Enfin, c'est pas du tout le même objectif. Je ne l'ai pas mis ici, mais pensez au tracking aussi. Plein de fois, il y a plein de marques qui ne mettent pas le tracking ou les événements de tracking, c'est la clé, pour pouvoir mesurer tout ce qui doit l'être. Une fois qu'on a lancé les campagnes, il va falloir analyser les résultats. Donc là, on va aller analyser les résultats obtenus. On va essayer de comprendre les KPI. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils ne sont pas bons? On va comprendre aussi là où il faut le plus appuyer. Donc, on va définir un petit peu le maillon faible de la chaîne, donc le pire KPI. On va couper tous les mauvais éléments. On va garder tous les meilleurs. Et on va essayer de comprendre quels sont les drivers de performance des meilleurs éléments. En d'autres termes, c'est pourquoi en fait les meilleurs éléments sont les meilleurs éléments. Est-ce que c'est parce qu'on a mis un call to action en plus? Est-ce que c'est parce qu'on a tourné sur cet axe marketing en particulier? Toutes ces choses-là, c'est la clé. Et enfin, il faut itérer autant de fois que nécessaire sur le KPI qui doit l'être, ou sur tous les KPI s'il faut que ce soit tous les KPI, un à la fois. Et du coup, la clé, c'est bien sûr l'analyse de la data qui va toujours permettre d'apprendre. Et c'est ça l'objectif. Ensuite, du coup, on a parlé tout à l'heure de la partie stratégie créative. La partie stratégie créative, c'est une des clés pour moi pour réussir sur Facebook. C'est ce qui va nous différencier vraiment d'un annonceur, entre un annonceur et un autre. Et c'est aujourd'hui un des seuls points de différenciation qu'on a vs la concurrence. Comment construire une stratégie créative qui est adaptée à son business pour obtenir des bons résultats et les garder dans le temps? Il est primordial d'avoir une stratégie qui soit vraiment adaptée à son business. Sur Facebook, le principal enjeu pour moi, c'est clairement pas d'obtenir de bons résultats, c'est de les garder dans le temps. C'est super dur de garder des bons résultats dans le temps, surtout quand on commence à avoir 30 000, 40 000, 50 000 euros d'investissement. Donc vraiment garder de bons résultats malgré le scaling, parce qu'en fait sur Facebook, vu que c'est une plateforme basée sur les enchères, plus on dépense, plus on paye. Et du coup, le scaling aura un impact direct sur les résultats. Et une des clés pour pouvoir justement maintenir des performances qui sont excellentes, c'est d'avoir une bonne stratégie créative. Donc la stratégie, premièrement, elle doit être maîtrisée. Il faut contrôler les coûts de production, parce qu'en vrai, il y a plein d'annonceurs qui ont beaucoup de problèmes avec ça, avec des vidéos qui sont super coûteuses, alors qu'en fait, on peut commencer avec des images tout simplement quand on a un budget qui est plus réduit. Il va falloir contrôler le temps de production. Idem, il y a des types de production de créa qui sont super time consuming. Donc, on va avoir un problème si jamais en fait on a un mois pour sortir une vidéo. Et ensuite, le contrôle du volume de production. Pareil, on l'a dit tout à l'heure, la quantité est super importante dans les itérations. Si jamais on n'a pas assez de volume, on n'aura pas assez de matière pour les tests. Il faut aussi que la strat elle soit personnalisée. Donc, il faut pouvoir parler à tous les personas. Il faut leur exposer les bénéfices qu'ils veulent entendre, avec le format qu'ils préfèrent, une image, vidéo, carrousel. Tout ça, ça passe par les tests, bien sûr. Hein. Et avec le concept créatif qu'ils préfèrent, des testimonials, des démos produits. L'objectif, ça va être d'aller viser le plus large possible pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. On en revient, comme on l'a dit tout à l'heure, aux drivers de performance. Et enfin, la strat, bien sûr, il faut qu'elle soit performante. Il faut que l'objectif principal, ce soit la rentabilité de l'acquisition. Si jamais l'objectif n'est pas la rentabilité de l'acquisition, on risque de tomber sur du branding. Ensuite, les performances, du coup, varient selon les formats et les concepts créatifs utilisés. Il faudra essayer d'en tester plein pour essayer de comprendre. Et du coup, tester tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour construire une stratégie qui soit durable et performante.
Et du coup, quelques exemples d'une stratégie créative réussie pour moi. Monday.com, donc c'est la stratégie que j'ai vue, une des stratégies que j'ai vues qui est le plus réussie pour moi. Ils ont totalement compris en fait comment pouvoir produire du contenu en masse en contrôlant les coûts de production, le temps de production et en parlant à leur audience de manière très spécifique. Il va falloir que j'arrête de caster mon écran du coup pour pouvoir vous montrer. Hop. Donc, une des premières, je ne sais pas si le son marche. Donc, ça, c'est la partie testimoniale. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette personne-là, c'est une des salariées de Monday. Et donc, en fait, ils ont vraiment fait en interne pour pouvoir avoir de l'agilité, probablement, aussi des économies d'échelle. Ensuite, ils ont isolé, en fait, plein d'autres axes créatifs qu'ils utilisent. On a l'avant-après aussi. Donc là, tout simplement, en fait, c'est super basique à faire. En plus, hein, vraiment 2 écrans, un trait qui sépare les deux, une organisation qui est compliquée d'un côté et super facile de l'autre, d'après l'outil en tout cas. On va avoir tout ce qui va être product démo. Donc là, ils vont vraiment essayer de montrer comment l'outil fonctionne. Idem, c'est toujours tourné chez eux. Juste un écran qui est filmé et un dashboard qui se monte. On va avoir la mise en situation. Donc là, c'est très spécifique par rapport à une cible en particulier. C'est une cible d'architecte probablement et de construction, de B2B, enfin de construction. Ne vous inquiétez pas, hein, après je pourrais vous envoyer la presse et vous aurez tous les exemples. Et enfin, on va avoir une approche un peu plus humoristique. Où là, en fait, il y a beaucoup plus de temps derrière, de travail. Hein. Il y a beaucoup de montage, etc. Donc, c'est pas du tout le même objectif entre toutes les publicités. Ça mixe un peu tout, etc. Il y a un petit peu d'humour, voilà. Voilà, donc quelques exemples de choses qui marchent super bien pour eux. Idem, hein, Monday.com, c'est une boîte qui a testé énormément de choses. Ils ont un budget test qui est colossal et des équipes qui se chargent de ça en interne, avec des équipes de tournage, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui est fait sur la production et sur les tests. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont explosé, sur le marché. Et du coup, pour conclure, pour moi, du coup, pour réussir sur Facebook Ads, il n'y a pas vraiment de formule magique, comme on veut bien nous le faire croire sur Internet ou sur des formations. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de structure idéale, il n'y a pas de tips parfaits au niveau de la créa. Seule vraiment une bonne compréhension des besoins de l'audience, une excellente méthodologie de travail vont amener des résultats et des performances qui sont durables et maîtrisées. Voilà. Merci à tous en tout cas. Et s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. Joachim, je ne sais pas si tu m'entends en tout cas. Yes, merci Kevin. Alors peut-être en attendant là, je vois qu'il y a une ou deux questions qui commencent à arriver. Peut-être que le temps que ceux qui souhaitent en poser le fassent, je peux juste reprendre la parole une minute. Déjà, donc ouais, un grand merci Kevin pour cette
pour cette présentation, super intéressant. Pour les personnes justement qui sont arrivées en retard ou qui n'ont pas pu y assister, elle sera disponible en replay sur le site maltacademy.com. Et de votre côté, si certaines personnes veulent faire comme Kevin et animer une Malte Academy, n'hésitez pas à nous envoyer votre sujet en cliquant justement sur le site et la section devenir speaker sur maltacademy.com. Donc, je te laisse peut-être reprendre le relais juste avant de clôturer, Kevin. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Du coup, il y a une question de Pierrick qui demande comment se compare l'efficacité de Facebook Ads sur des offres SaaS en B2B versus l'efficacité de LinkedIn Ads, pardon. Ben, en réalité, pour répondre à cette question, c'est super simple. C'est toujours la même chose. En fait, c'est comme entre Facebook et d'autres réseaux d'ailleurs, et entre d'autres réseaux et d'autres réseaux. Il faut faire des tests et en fait essayer de mesurer l'efficacité au niveau de la rentabilité derrière, donc le ROI qu'il y a derrière, et la scalabilité en fait qu'il y a derrière également. Donc, on va faire un test entre Facebook et entre LinkedIn et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui apporte le plus de rentabilité à l'entreprise. Peut-être que ce sera les deux, en fait, peut-être qu'il y aura une égalité, peut-être qu'il faudra travailler les deux de manière différente, avec des budgets différents. Donc, voilà. Ensuite, on a une question de Marie Schneider qui dit « Quelle durée minimum d'une campagne pour avoir les premiers résultats pertinents ?» En fait, ça dépend du budget investi en réalité. Il faut avoir assez de data pour pouvoir avoir des conclusions, on va dire. Je pars du constat que quand on a peu de budget qu'on commence, 100 €, c'est bien. 100 € par campagne. Si jamais on voit qu'il y a beaucoup trop, que c'est pas assez, en fait, on peut très bien augmenter. Moi, j'aime bien arriver à 500 € en fait pour pouvoir avoir des conclusions et des analyses vraiment. Surtout quand on a plusieurs assets créatifs qui sont utilisés, donc des créas différentes, des wordings différents, peut-être des LP, etc. Donc voilà, 500 €, ça me paraît être une bonne indication. On a une question ensuite de Lily. Quel budget recommandez-vous de définir pour commencer avec les Facebook Ads? Idem, en vrai, Facebook, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui va permettre d'acheter beaucoup d'impressions pour pas très cher. Alors, ça a augmenté beaucoup dernièrement. Avant, c'était beaucoup, beaucoup moins cher que ça. Aujourd'hui, le CPM moyen sur Facebook, c'est 8, 9, 10 €, on va dire. Et du coup, en fait, le bon budget, ça va être celui que tu souhaites y mettre. La réalité est là, c'est qu'on peut commencer avec très très peu de budget et commencer à avoir de bons résultats. Essayer d'aller chercher l'autofinancement très rapidement. Maintenant, il faut aussi avoir un budget minimum, on va dire, pour essayer de toujours avoir assez de data. C'est toujours le problème. Moi, ce que je conseille de faire, c'est quand on a peu de budget, c'est de démarrer avec des cycles de tests qui sont courts pour vraiment essayer de regrouper la data. Mais sinon, je pense qu'avec 1 000 € déjà par mois, on peut commencer à faire de belles choses sur Facebook. Et plus on augmente et plus en fait les enjeux évoluent. Ensuite, il y a une question d'Arthur. Comment te contacter? C'est très simple, c'est sur Malte, comme tous les freelances. Et ensuite, on a une question de Antoine. À partir de quel budget et quelle échelle est-ce intéressant d'investir dans la publicité en ligne? Par exemple, est-ce intéressant pour promouvoir son activité de freelance? Alors, c'est une bonne question. La réalité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de freelance et du coup, si tout le monde se mettait à faire de la publicité, ça serait impossible. Et d'ailleurs, c'est super dur, à mon avis, avec la publicité, de pouvoir tirer son épingle du jeu quand on est freelance. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de choses qui nous différencient et c'est super dur de faire passer ça dans une publicité. Il y en a qui le font et qui doivent arriver à le faire. Il y a plein d'infopreneurs, notamment, qui arrivent à faire beaucoup de publicité et certains à être rentables. Après, je pense qu'il y a peut-être d'autres canaux pour se faire connaître qui sont plus utiles que la publicité quand on est freelance. Typiquement, on peut voir Joseph Dogno qui a fait le super truc sur le sujet. Il y a Danilo Duchesne aussi qui a un blog avec plein de contenu. Et donc, c'est ce qui marche le mieux, je pense, pour moi. En tout cas, c'est ce qui est le plus efficace et le plus rentable. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été là. J'espère que vous avez appris quelques trucs et à très vite.
Merci beaucoup Kevin. Merci pour cette présentation et ces questions pour les participants. Bon, je vous le rappelle une dernière fois, n'hésitez pas à aller voir tous nos replays pour tout type de Malte Academy et le calendrier en conséquence aussi des futurs lives sur malte-du6academy.com. Et un grand merci encore Kevin et bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci. Salut.